Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Télé Sud pour votre édition de la mi-journée de ce lundi 26 décembre, dont voici les principaux titres. La République démocratique du Congo a qualifié samedi de leurre le retrait des rebelles du M23 de la ville stratégique de Kumumba, affirmant que la rébellion renforçait ses positions ailleurs. Ali Bongo Ondimba, candidat pour un troisième mandat en août 2023, c'est en tout cas le souhait des membres de son parti, le Parti démocratique gabonais, qui estime qu'il est le seul candidat naturel. Et nous terminons cette édition avec l'UNICEF qui vient de tirer la sonnette d'alarme pour les 20 millions d'enfants de la Corne de l'Afrique qui sont en situation d'urgence alimentaire à cause notamment de la sécheresse la plus grave depuis plus de 2 générations. Je vous le disais en titre, l'armée de la République démocratique du Congo a qualifié samedi de leurre et de publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale le retrait des rebelles du M23 de Kibumba, ville stratégique située près de Goma, affirmant que la rébellion renforçait ses positions sur d'autres fronts. Les détails avec Emmerich Toignon. C'est ici à Kibumba que se sont rencontrés vendredi des officiers de la force régionale de l'EAC et des représentants de la rébellion du M23 vendredi. Objectif, signer le retrait de ce groupe armé de cette ville stratégique de l'Est de la RDC récemment conquise. Plusieurs dizaines de combattants du groupe rebelle ont participé à cette cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance détendue. Nous espérons que le gouvernement de Kinshasa saisira cette opportunité avec deux mains et travaillera également pour instaurer la paix dans notre pays. Pour le M23, ce geste qu'il qualifie de volontariste vient appuyer les efforts du mini-sommet de Luanda, même si ce retrait annoncé n'est pas synonyme de paix retrouvée dans cette région de l'Est de la RDC. Il est un premier pas dans la résolution du conflit qui préoccupe toute la région est-africaine. Nous prenons note du fait que le M23 a commencé à se retirer des zones qu'il contrôle, en totale conformité avec le communiqué du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022. Le retrait du M23 et la prise en charge ultérieure par la force régionale d'Afrique de l'Est des zones sous contrôle est un indicateur positif que la stratégie convenue de rétablissement de la normalité dans l'Est de la RDC reste sur la bonne voie. Mais du côté de la RDC, on ne croit pas un seul instant en cette expression de bonne volonté de la partie adverse. Samedi, dans un communiqué, les forces armées congolaises se montrent prudentes. Pour elles, ce retrait n'est rien d'autre qu'un leurre, un geste pour détourner les attentions. Le désengagement annoncé avec pompe est un leurre et une simple publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale. Toutes les unités désengagées de Kibumba, au lieu de regagner leur position initiale de Sabinio, prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kishiché et le Bambou. Pour appuyer ces inquiétudes, l'armée congolaise a également évoqué des affrontements qui ont éclaté vendredi dans le parc national de Virunga entre les FARDC et les rebelles du M23. En Afrique du Sud, samedi 24 décembre, 9 personnes sont mortes et 40 autres blessées dans l'explosion d'un camion-citerne de gaz à Boksburg, à une quarantaine de kilomètres à l'est de Johannesburg. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une habitante qui vit près de l'explosion et qui a tout vu. Je vis à Plantation depuis 43 ans et aujourd'hui est un jour très triste pour notre petite banlieue. Ce matin, vers 6h35, il y a eu d'énormes secousses et je me suis dit, c'est 6,5 sur l'échelle de Richter. Je suis montée à l'étage pour prendre ma tasse de thé et j'ai vu d'immenses flammes. J'ai cru qu'une maison était en feu. J'ai appelé les pompiers immédiatement. Et après ça, j'ai reçu les mauvaises nouvelles les unes après les autres. Il y a 2 enfants de l'autre côté de la route, 16 et 25 ans, qui venaient tondre ma pelouse tous les week-ends pour moi. Ils ont été brûlés, ils sont partis, ils sont morts. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba va-t-il briguer un 3e mandat lors de l'élection présidentielle d'août 2023 ? C'est en tout cas ce que souhaitent les membres du PDG, le Parti démocrate gabonais, qui à l'issue de son congrès ont appelé le président actuel à se porter candidat. Soukaina Skeli.
Une phrase laconique et un souhait commun du Parti démocratique gabonais, celui de voir l'actuel président Ali Bongo se représenter aux élections présidentielles de 2023. Nous, le distingué comme président est le candidat naturel de notre formation politique et nous espérons effectivement que d'ici là, le président se prononcera dans les meilleurs délais. Vendredi et samedi dernier, ils étaient plusieurs milliers de délégués et de militants vêtus de chemises aux couleurs du drapeau gabonais dans un stade à la périphérie de Libreville, la capitale. L'ambiance était festive, une ferveur populaire pour saluer les actions de l'actuel président. Nous sommes venus non seulement pour redynamiser notre parti et ensuite solliciter la candidature d'Ali Bongo Ondimba pour l'avenir de notre pays. À 8 mois du scrutin présidentiel, alors que beaucoup l'encouragent à se présenter, Ali Bongo ne s'est pas encore officiellement prononcé. La Constitution, révisée en 2017, a mis fin à la limitation des mandats présidentiels. Élections toujours, mais cette fois-ci au Bénin, avec les élections législatives qui se dérouleront le 8 janvier prochain. 7 partis politiques sont en lice, avec pour la première fois le parti Les Démocrates de l'ancien président Boni Yayi, une présence qui réjouit de nombreux électeurs persuadés que la partie n'est pas jouée d'avance. Notez également qu'un quota de 24 sièges sera réservé aux femmes sur les 109 du Parlement à élire. Je vous l'annonçais en titre, selon l'UNICEF, plus de 20 millions d'enfants sont désormais confrontés à la menace de la faim, de la soif et de la maladie. Une situation dramatique due au conflit, à l'inflation mondiale et aux pénuries de céréales qui dévastent la région, sans compter la sécheresse la plus grave depuis plus de 2 générations. Les explications avec Mathieu Nicolas. Ce sont des chiffres inquiétants. Jeudi, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a publié un rapport révélateur de la situation humanitaire dans la Corne de l'Afrique. Près de 20 millions d'enfants sont menacés par la faim, la soif et la maladie. Ils sont majoritairement de l'Éthiopie, du Kenya et de la Somalie. 20 millions d'enfants en urgence alimentaire, c'est le double comparé au mois de juillet dernier. Alors que des efforts collectifs et accélérés ont atténué certains des pires effets de ce que l'on craignait, les enfants de la Corne de l'Afrique sont toujours confrontés à la sécheresse la plus grave depuis plus de 2 générations. La sécheresse est bien sûr la cause principale de cette situation, une conséquence du changement climatique. Les conflits, l'inflation et les pénuries de céréales sont aussi des facteurs qui frappent cruellement la région de la Corne de l'Afrique. Au mois d'octobre, le directeur régional de l'UNICEF était au Kenya pour alerter de cette situation désastreuse. Il s'agit de l'une des pires sécheresses enregistrées depuis 4 décennies. Elle a touché presque tous les pays de la Corne de l'Afrique. Les plus touchés étant la région somalienne de l'Éthiopie, la Somalie en tant que pays, ainsi que la partie nord du Kenya. À l'heure où je vous parle, la situation est si grave que nous sommes engagés dans une course contre la montre. Nous devons massifier et intensifier l'intervention pour sauver des vies. Parmi ces 20 millions d'enfants, il serait 2 millions en Éthiopie, au Kenya et en Somalie dans le besoin d'un traitement urgent pour la malnutrition aiguë sévère, la forme la plus mortelle de la faim selon l'ONU. Pour faire face au problème, l'UNICEF en appelle à la générosité et réclame près de 800 millions de dollars pour apporter une aide vitale et urgente aux enfants et à leurs familles, puis 700 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les investissements à long terme et permettre aux enfants et à leurs familles de s'adapter au changement climatique. En Éthiopie, nous avons appris dans la matinée qu'une délégation du gouvernement éthiopien était en route ce matin pour la capitale du Tigré. C'est la première visite officielle de représentants fédéraux plus de 2 ans après le début du conflit. Ce groupe d'officiels de haut niveau, emmené par le président de la Chambre des représentants, Tadjesse Chafo, doit superviser l'application des principaux points de l'accord de paix signé le 2 novembre avec les autorités rebelles tigréennes. Coup de projecteur maintenant sur l'Afrique qui avance, avec au Cameroun un secteur qui se porte très bien, la collecte et le recyclage du plastique, et qui constitue pour certains une réelle opportunité économique à ne pas rater. Reportage. Cette place est le défi de jeunes étudiants camerounais conçus dans le cadre des compétitions interuniversitaires dans le pays
édition 2010, rubrique Environnement et gestion des ressources naturelles. Un groupe de jeunes qui veulent apporter une solution au problème de la pollution des plastiques dans la ville de Douala. L'entreprise, créée en 2012, manie depuis lors avec succès assainissement de l'environnement et même business autour des déchets plastiques à travers le recyclage. Les ordures constituent une mine d'or, une niche d'opportunités pour Rodrigue Gondé et toute son équipe. Red Place collecte tous les types de plastique, en l'occurrence les bouteilles, les films plastiques, donc tout ce qui est bouteilles plastiques, tout ce qui est plastique sur le site, on collecte. Les équipes de cette jeune entreprise sillonnent la ville de Douala pour collecter des déchets dans le cadre du programme Éco-Collecte et sensibilisent également les ménages au tri des ordures ainsi que les établissements scolaires. D'autres localités du Cameroun comme Yaoundé ne sont pas en reste. Une fois les déchets collectés, ces déchets sont transportés au niveau de l'usine de traitement où ils sont triés, lavés, broyés. Nous pouvons collecter jusqu'à 2000 tonnes sur nos points de collecte. Donc comme je dis, on fait une projection pour atteindre 10 000 tonnes d'ici 2025. Le travail de recyclage ou de production de la matière première pour d'autres entreprises à base des déchets collectés sur le terrain se fait ici à l'usine. Bâtie en plein cœur du quartier industriel Bonabéry, situé en périphérie de la ville de Douala. Des produits finis ou semi-finis sont obtenus au bout d'un long et minutieux processus qui requiert des moyens techniques lourds, adaptés et des compétences variées. Un reportage que vous pourrez découvrir dans son intégralité ce soir sur Télésud à 20h30 dans Business Africa. En Afghanistan, des ONG interdisent de travailler avec des femmes qui suspendent leur activité. La Chine, qui a déployé 71 avions de combat autour de Taïwan durant le week-end de Noël, et le pape François qui condamne une guerre insensée en Ukraine dans sa bénédiction de Noël. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Souila Zbahi et Noël Dong. 3 organisations étrangères ont suspendu dimanche leurs activités en Afghanistan après l'interdiction aux ONG de travailler avec des femmes. Save the Children, le Conseil norvégien pour les réfugiés et CARE International ont annoncé la suspension de leurs activités en attendant que l'annonce d'interdiction faite samedi par les talibans soit clarifiée. Dans une lettre envoyée aux ONG locales et internationales, le ministère afghan de l'économie explique avoir pris cette décision après avoir reçu des plaintes sérieuses selon lesquelles les femmes y travaillant ne respectaient pas le port du hijab islamique. En Afghanistan, les femmes sont contraintes de se couvrir le visage ainsi que le corps. Les ONG appellent les autorités talibanes à revenir sur leur décision. À défaut, il leur sera difficile de poursuivre et de fournir une aide humanitaire de manière indépendante et équitable. La Chine a déployé 71 avions de combat autour de Taïwan lors de manœuvres militaires pendant le week-end de Noël. 60 avions de chasse avaient pris part aux exercices, dont 6 Su-30, parmi les appareils les plus perfectionnés de la Chine. 47 de ces avions auraient pénétré dans la zone de défense aérienne de l'île démocratique autonome, ce qui constitue la 3e incursion quotidienne la plus importante enregistrée. La Chine estime que Taïwan, peuplée de 24 millions d'habitants, est l'une de ses provinces, et les manœuvres de dimanche étaient une réponse ferme face au renforcement de la collusion entre les États-Unis et les autorités taïwanaises et de leurs provocations. Dimanche, le pape François a condamné une guerre insensée en Ukraine lors de son traditionnel message de Noël. Devant des milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre à Rome, le pape a appelé à la fin de la guerre en Ukraine et aux autres conflits, déplorant une grave pénurie de paix. Il a appelé à faire taire les armes et a de nouveau évoqué la Troisième Guerre mondiale. Le souverain pontife a aussi condamné l'utilisation de la nourriture comme arme de guerre, mentionnant l'Ukraine, l'Afghanistan et les pays de la Corne de l'Afrique. En Ukraine, justement, le pape en parlait, en Ukraine où la guerre se poursuit, la magie de Noël a tout de même tenté de se faire une place au milieu des bombes et de la désolation. Malgré la peur, des fidèles de la ville ukrainienne de Kherson se sont rendus à l'église pour célébrer Noël, un acte de résistance dans cette ville qui, la veille, avait été la cible des frappes russes. Lorraine Mabou. Dans cette église orthodoxe située à Kherson, des fidèles ukrainiens s'y rendent pour célébrer la fête de la Nativité. Contrairement aux années précédentes où Noël est célébré en janvier, cette année, se rassembler en décembre représente un acte de résistance et de défiance contre les traditions des églises orthodoxes russes.
C'est une fête pour tous. Comme je l'ai dit aujourd'hui pendant la messe, si nous croyons en la naissance du Christ, nous nous sentons calmes et confiants en nous-mêmes. Même dans le noir complet, sans eau ni chauffage, les Ukrainiens gardent une lueur d'espoir en cette période de nativité. Pour rendre les fêtes chaleureuses malgré la guerre, les chrétiens se réunissent pour se réchauffer et prier ensemble. Il y a un environnement de peur et d'escalade autour de nous. Mais ici, nous ressentons de la joie. C'est tout le contraire. Le Christ est né, nous le louons et le célébrons. Regardez comme notre vertèbre est magnifique. D'habitude, nous avons un grand sapin de Noël avec une étoile au sommet, mais cette année, il est plus modeste. Mais nous ressentons de la joie malgré tout. Le souvenir des personnes disparues au combat est encore présent dans les mémoires. Noël est donc l'occasion pour ces chrétiens de prier pour ces personnes ainsi que pour la paix en Ukraine. Je prierai pour ceux qui ne sont pas avec nous, qui ont donné leur vie pour notre pays, pour leur famille, pour chacun d'entre nous. Je veux la paix et la joie dans nos foyers. Et je suis sûre que tout ira bien. Je le sais et j'en suis sûre parce que Dieu est avec nous. Et Dieu vaincra. Malgré les attaques russes qui ont plongé des millions de personnes dans l'obscurité, la famine et la mort, les Ukrainiens créent leur propre miracle de Noël en attendant le retour progressif de la paix dans le pays. Toute cette semaine, la rédaction de Télésud a décidé de revenir sur les faits marquants de cette année 2022. Et aujourd'hui, on commence avec le continent africain qui a été marqué par de nombreux conflits internes. Alors si certains se sont soldés par des cessez-le-feu, pour tous, les premières victimes restent les populations civiles. Soukaina Skeli. Plus d'un an après le début du conflit interne qui oppose la population et le gouvernement du Soudan, dirigeants militaires et civils ont signé un accord cadre pour le retour à la transition démocratique. À l'origine du conflit, le 21 octobre 2021, le général Abdel Fattah al-Burhan renverse le pouvoir et met dehors les civils. En réaction, plusieurs milliers de Soudanais défilent sur les principales artères de Khartoum et d'autres villes du pays. Mais ces rendez-vous quasi hebdomadaires sont réprimés par la violence. Selon l'ONU, près de 120 personnes auraient été tuées par les forces de l'ordre. Plongée dans une grave crise économique, l'inflation dépasse tous les mois les 200%. En juillet, la Banque mondiale annonçait débloquer 100 millions de dollars pour des transferts d'argent et de nourriture face à la crise alimentaire. C'est l'un des conflits les plus meurtriers selon Amnesty International. 2 ans déjà que les forces rebelles de la région du Tigré et le gouvernement fédéral éthiopien s'affrontent. Un accord a été signé en novembre pour mettre fin au combat sous l'égide de l'Union africaine. Il prévoit le désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et la rouverture des accès à cette région plongée dans une situation humanitaire jugée catastrophique. Comme pour les autres conflits armés, entre les deux parties qui s'affrontent, la situation des civils reste la plus préoccupante. Dans ce pays de la Corne de l'Afrique, près de 2 millions d'Éthiopiens ont été contraints de fuir leur localité. Selon l'ONU, près de 10 millions d'entre eux ont été plongés dans une situation de crise alimentaire. Une image, celle de milliers de Congolais installés temporairement dans des camps de fortune. Illustration de la situation sécuritaire qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces déplacés sont les principales victimes du conflit armé qui a repris ces derniers mois. Après avoir été défait il y a 10 ans, le groupe armé du M23 a repris les armes. Face à eux, l'armée régulière congolaise, les FARDC. En retour du conflit armé, qui se traduit par un afflux de déplacés. Au moins 23 000 personnes ont été forcées de quitter leur localité après le dernier épisode de violence qui a éclaté le 20 octobre entre armées fédérales et rebelles du M23. Fin novembre, les agences onusiennes dénombraient près de 370 000 personnes déplacées. Et on termine cette édition, une fois n'est pas coutume, au Japon, où Hiroyuki Wada, un amateur de voitures anciennes, a décidé de se déguiser en Père Noël pour défiler au volant de sa voiture préférée, une Cadillac Coupé DeVille 1959.
rouge et blanche forcément, qu'il a transformé en traîneau chargé de cadeaux pour les enfants. C'est ainsi que se termine cette édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. Bonne journée à tous. À demain. Au revoir.